Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un nouveau Texama Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Commençons tout de suite. La première grosse news de la semaine, en tout cas selon moi, c'est le fait que SpaceX a lancé et testé du coup SN15 et le test s'est plutôt bien passé parce que SN15 a survécu au test. C'est la première fois qu'un prototype Starship survit pour information. Ils en étaient été très proches avec SN10 qui avait atterri mais qui avait atterri trop violemment et qui avait explosé après sur le pad d'atterrissage pour information. Et évidemment SN9 qui était un petit peu de travers. SN8 qui était pas si loin mais pas vraiment. SN11 qu'on n'avait pas vu parce qu'il était dans le brouillard. Et puis maintenant évidemment SN15. Ils ont skip pour information le 12, le 13 et le 14 donc pas d'inquiétude. Et du coup, SN15 a atterri sans trop d'encombre. Donc il a décollé, il a été jusqu'à 10 km d'altitude pour information, et puis il s'est laissé tomber. C'est la procédure ici que SpaceX essaye de tester, parce que c'est le profil de réentrée qu'ils utiliseront dans le futur, quand ils utiliseront vraiment Starship pour envoyer des satellites ou même des êtres humains quelque part dans l'espace. Et quand ils reviendront, littéralement, ils vont absorber une partie de leur vélocité, convertir cette vélocité en chaleur dans l'atmosphère littéralement, donc en frottant contre l'atmosphère. Et puis après, quand ils ont éliminé assez de vélocité, évidemment Starship va commencer à tomber vers le bas, un petit peu comme quelqu'un qui saute en parachute en quelque sorte. Et du coup, comme quelqu'un qui saute en parachute, il contrôle sa descente avec ses bras. Bon là, ses bras et ses jambes, c'est ses petites flaps. Enfin, petites, pas vraiment, parce que beaucoup de gens oublient à chaque fois, mais Starship fait genre 9 mètres de diamètre et 50 mètres de haut. Genre, c'est la taille, pour information, d'une Falcon 9 sans son second étage. Et c'est juste le second étage ici. Pour, genre, Starship, c'est juste la partie qui va dans l'espace. Il y a encore un booster en dessous qui est encore plus grand. Enfin bref. Dans tous les cas, décollage réussi, tout ça. Il y a eu quelques problèmes au niveau du live. Il y avait aussi une grosse couche de nuages, donc la plupart des observeurs sur place, NASA Space Flight, Everyday Astronaut et tout ça, qui filment bien souvent avec des caméras, ne pouvaient pas voir ce qui se passait dans le ciel, tout simplement, parce que, genre, les nuages bloquaient la vue. Donc on avait seulement les caméras de SpaceX sur leur live officiel. Et malheureusement, il y a eu des coupures, pas mal de coupures. Ils avaient une vue pourtant assez épique, vous voyez comme ici. C'est une vue qui est, en fait, la caméra est sur un des petits ailerons en haut. Et du coup, on voit la caméra bouger selon les ailerons. Et c'est vraiment cool, quoi. Et puis, du coup, réallumage des trois moteurs. Enfin, normalement, ils devraient rallumer trois moteurs et en garder deux. Oui, d'ailleurs, il y avait un truc UDP qui passait de temps en temps. Mais là, pour le réatterrissage, visiblement, selon les images qu'on a vues, ils ont allumé que deux moteurs, ce qui était la procédure au début, mais ils avaient eu des problèmes à cause de ça. Donc, ma foi, peu importe ce qu'ils ont fait, ils ont réussi. Et du coup, comme vous pouvez voir, SN15 a survécu à l'atterrissage et plutôt bien en fait. Il y avait un petit feu qu'ils ont vite éteint, mais sinon, les jambes se sont bien déployées et les jambes, genre, ont absorbé l'impact. Elles sont faites pour ça, pour information. Ensuite, nous avons une news sur mon nouveau setup PC que j'ai monté en live. Ou pas vraiment en fait, parce que j'ai pas fini le montage en live, vu que je pense que s'il y en a qui l'ont vu, j'ai eu quelques problèmes. Ces quelques problèmes étaient principalement dus à mon incompétence, donc ça il faut le noter directement. J'ai sous-estimé les tubes rigides, clairement. Je me suis dit, après avoir fait quelques builds en tubes non rigides, que le niveau de difficulté par rapport aux tubes non rigides en allant vers les tubes rigides, ce serait un petit peu comme aller d'un water cooling intégré vers justement un water cooling custom, mais avec des tubes non rigides. Mais au final, non, c'était plus complexe. Ou plutôt, ça requérait des skills différents. Je dirais que monter un PC, c'est comme monter des Lego. Vous suivez les instructions. Des fois, il y a des petits trucs un peu, genre, qui sont pas forcément exactement sur les instructions, mais il y a moyen de trouver. Voilà, vous montez votre PC. Monter un PC avec des tubes non rigides à côté de ça, c'est encore une fois un peu, selon moi, la même chose. C'est que vous suivez les instructions et normalement, il n'y a pas vraiment de surprise ou autre chose. Il faut, oui, mettre les tubes et les couper à la bonne longueur, mais honnêtement, à part si vous coupez totalement de travers et que vous ne savez pas les mettre par-dessus les raccords, il y a très peu de choses que vous pouvez vraiment rater. Ici, avec les tubes rigides, c'était différent. Ça requérait un petit peu plus de bricolage, je dirais. Il fallait couper les tubes à la bonne longueur. Il fallait, justement, comme ils sont bien coupés à la bonne longueur, après, il fallait finir la finition ici au-dessus. Ça, c'est un tube de test, d'ailleurs, pour information. Et du coup, avoir une bonne finition qui fait que ça ne coupe pas les joints en caoutchouc qui sont dans les raccords. Il y a deux joints en caoutchouc. Un qui est évidemment pour empêcher que l'eau
sorte, et le deuxième est plus là en backup au cas où le premier a un problème. Et du coup, ben, il faut éviter de les abîmer, ou sinon vous allez avoir de l'eau qui se répand partout. Mais du coup, comme le tube est sur le raccord, il rentre une certaine distance aussi dans le raccord. Donc ça, il faut en tenir compte, parce que comme c'est des tubes rigides, c'est pas comme les tubes flexibles où vous pouvez juste, genre, le bouger comme il faut, le mettre, puis voilà. Non, là, genre, ça reste rigide. Vous êtes obligé de bouger le reste. Donc, un grand merci, clairement, à tous ceux qui ont donné des conseils dans le chat. Il devait y avoir certainement des gens qui ont fait du water cooling en tube rigide. Il devait y avoir aussi des plombiers, à mon avis, parce que pour eux, ça devait paraître assez, genre, similaire à ce qu'ils font, vu que c'est de la plomberie au final. Et certainement aussi pas mal de gens qui ont regardé beaucoup de contenu dessus. Malheureusement, évidemment, c'est toujours le problème avec les chats en direct, c'est que les informations ont tendance à se contredire, donc c'était compliqué des fois, parce que du coup, il y en a un qui disait blanc et l'autre disait noir à côté, donc c'était un peu mixte, on va dire, au niveau des avis. Mais bon, il y a eu de très bons conseils, un grand merci à vous. Et aussi, honnêtement, j'ai encore plus de respect. J'avais déjà du respect pour les gens qui faisaient du water cooling avec des tubes rigides, mais là, j'ai encore plus de respect. C'est réellement quelque chose, je dirais pas d'hyper complexe, il y a clairement des choses beaucoup plus complexes dans la vie, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre le coup de main et qui est pas à prendre à la légère. Du coup, j'espère que ce live, que je laisserai clairement sur la chaîne comme exemple, donnera une bonne leçon à beaucoup de gens que, il faut pas prendre à la légère le water cooling avec des tubes rigides. Je dirais qu'il faut pas prendre le water cooling à la légère de manière générale, mais encore moins avec les tubes rigides. Du coup, pour ceux qui se demandent, qu'est-ce que je vais faire pendant la semaine, j'ai recommandé plus de tubes pour avoir des extras. Ce qui est recommandé d'ailleurs, c'est toujours d'avoir 2 fois plus que ce que vous avez besoin. Genre, vous avez besoin de 5 tubes pour faire le truc, prenez 10 tubes. Comme ça, vous êtes sûr. Donc, j'en ai commandé fois 2. J'ai aussi commandé enfin quelque chose pour mesurer correctement. Donc, c'est une sorte de latte avec... Enfin, c'est différentes... Non, des règles. Oui, c'est vrai que latte, c'est en Belgique. C'est des règles que vous pouvez assembler ensemble et juste visser. Et comme ça, vous pouvez la faire de la longueur que vous voulez. Et comme le marquage commence au début de la règle, vous pouvez exactement voir la longueur que vous avez fait. Et du coup, ben, vous faites juste la longueur parfaite pour aller entre 2 raccords. Hein, et puis, vous savez la longueur qu'il faut. Évidemment, il faut rajouter aussi la longueur qui rentre dans les raccords. Donc là, avec les raccords de chez Ikea, il me semble que c'était 9 à 10 mm. Il faut que je les remesure exactement, mais c'était 9 à 10 mm que ça rentrait dedans pour information. Donc, c'est-à-dire que mon tube ferait 9-10 mm, plus la longueur, plus encore 9-10 mm. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut pour mesurer parfaitement. J'ai des meilleurs trucs pour couper droit aussi. J'ai aussi fixé ce truc-là. C'est l'embout qui permettait de forer, là. J'ai fixé parce qu'il y avait un roulement ici, et ce roulement, il était trop petit. Il faisait 9 mm au lieu de 10 mm, qui est le diamètre intérieur des tubes. Et du coup, j'ai regardé en ligne et en fait, on peut acheter des roulements. Genre, il y a des sites spécialisés même là-dessus. Du coup, j'ai pris exactement le même roulement en diamètre intérieur. J'en ai même pris 2, comme vous pouvez voir. Et j'ai pris pour qu'il ait un diamètre extérieur de ici 10 mm pour que ça corresponde au diamètre intérieur du tube. Parce que ça rentre dans le tube. Et ça permet de maintenir l'embout en place pour éviter qu'il soit de travers. Et cet embout, pour information, permet de faire une finition instantanément du tube. Normalement, le tube, vous devriez genre le couper. Ensuite, vous prenez un outil pour un peu le rendre, le bord, vous le mettez un petit peu avec un angle. Et puis après, vous prenez souvent de quoi poncer, donc du papier peut-être avec vraiment un grain très fin. Et puis vous frottez, vous poncez pour que le bord soit vraiment un peu arrondi et très doux au toucher. Que genre ça coupe pas, quoi. Eh bien, l'embout fait ça automatiquement. Genre, vraiment, il le fait très bien s'il est droit. Et mon problème, c'est qu'il n'était pas droit à cause de l'autre roulement. Donc ça, j'ai pas trop compris pourquoi il mettait un roulement plus petit. C'était un peu bizarre. Mais bon, quand il a le bon roulement, je peux vous dire qu'il marche très bien, cet embout. Donc ouais, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai regardé beaucoup de tutos aussi. Ça, c'est aussi un des problèmes que j'avais, c'est que j'avais déjà regardé pas mal de contenu sur les tubes rigides et tout ça. J'ai même regardé au final toutes les vidéos de Jace2Sense quand il fait des builds là-dessus. Mais au final, je pense que mon problème, c'est que j'ai trop regardé de contenu comme ça où en fait, ces gars-là, ils maîtrisent à fond en fait. Pour eux, c'est juste tellement naturel que
ils ne pensent même plus aux difficultés qu'aurait un débutant et ils sont juste en mode ah oui, j'ai juste plié mon tube et je l'ai mis, voilà. Et du coup, ça paraissait. En fait, à regarder ces vidéos-là, j'avais l'impression en fait qu'il y avait plus de marge dans les raccords. Genre vraiment, tant que le tube était dans le raccord, c'était à peu près bon, quoi. Mais en fait, non. Il faut qu'il rentre bien dans le raccord. Il y a vraiment une énorme marge dedans. Genre, comme je le disais, 9 à 10 mm quand même. C'est pas rien. Donc, yep. Je me suis fait un petit peu avoir là-dessus à croire que c'était comme ça. Donc, j'ai regardé vraiment des tutos par contre là, genre comment couper, comment finir le tube, comment l'insérer, comment l'insérer genre dans certaines situations avec de multiples raccords et tout ça. Du coup, je pense être mieux préparé. Je vais retenter le montage, mais pas en live. Ça aussi, c'est un autre truc que j'ai appris, c'est que plus jamais je ne fais quelque chose que je ne sais pas faire en live. Alors, il y a des trucs, ça va. Genre, je vais faire bientôt un live, comme j'avais promis, sur monter un PC Mini TX. Bah, ça, c'est comme monter un PC. Un PC Mini TX, la différence, c'est que bah, tout est plus petit. Mais si vous avez bien choisi les composants, ce que je pense que j'ai fait, on ne devrait pas avoir de surprise. Tout devrait aller dedans et no problemo, quoi. Mais il y a évidemment une petite part de nouveauté. Mais ça devrait aller. C'est quelque chose quand même que je maîtrise. Mais par contre, ici, bah, le water cooling en tube rigide, c'était juste trop. C'était au-dessus de ma tête, franchement. Donc le faire en live n'était pas une bonne idée, honnêtement. J'aurais fait du water cooling avec du tube non rigide. Là, ça aurait été. Parce que honnêtement, bah, j'en ai déjà fait pas mal maintenant et je commence à plutôt bien maîtriser, je trouve. J'ai même trouvé des moyens de garder les tubes à peu près droits pour que ça paraisse plus beau. Évidemment, voilà, c'est pas non plus parfait. Après, on verra bien. Dans tous les cas, yep. Je vais monter le PC. Vous devrez avoir une vidéo qui sort dans pas trop longtemps où je vous montre le PC fini. Il y avait aussi des gens qui étaient déçus, j'ai vu sur le live, parce qu'ils s'attendaient à voir le PC genre fonctionnel à la fin du live. Et je l'ai dit dans le live, j'ai dit même avant, quand j'ai prévenu pour le live, dans la vidéo de présentation des pièces, j'ai dit, vous ne verrez pas le PC allumé. Parce que on doit faire tourner le liquide d'abord, voir s'il y a des fuites. Donc, on ne le verra pas allumé, tout simplement. Ensuite, on a une news update sur le cas Apple Epic, qui est arrivé en cours de justice par information. Donc, si vous ne savez pas, le procès a commencé. Ça va prendre évidemment encore du temps. Il y aura certainement un appel aussi à la fin du procès. Donc, yep, ça risque d'être long. Du coup, je rappelle vite fait que le problème, c'était que Epic n'aimait pas le fait de payer 30% de ses revenus quand les gens utilisaient justement Fortnite sur iOS ou Android. Et du coup, ils ont lancé un débat sur le fait de tout simplement réduire ce 30% à peut-être 15-10%. Et cela en rajoutant leurs propres moyens de paiement sur Fortnite et du coup en étant bannis directement du Play Store et de l'App Store. Ce qui a lancé du coup tout cet aspect juridique et en particulier ils ont directement attaqué en justice Apple parce que techniquement Google autorise d'avoir des revendeurs ou plutôt des stores tiers sur Android. C'est juste que pour les installer c'est un peu compliqué ou alors il faut un téléphone avec le fait que ce soit préinstallé. Genre si vous achetez un Galaxy S21, vous aurez Galaxy Store d'installer. Et c'est comme le Google Play Store. Et du coup le pourcentage là-dessus pourrait être différent, même s'il est le même. Et justement, l'un des arguments d'Apple par rapport à tout ça, c'était que tous les stores, de manière générale, sont tous à 30%. Genre le Galaxy Store, le store d'HP, BlackBerry, feu BlackBerry. D'ailleurs, vous voyez que c'est classé par date, comme vous pouvez voir. Donc, par exemple, avant les années 90, les publishers, de manière générale, c'était une part de 70% qui prenaient. Et puis après, vous avez Steam en 2003 avec 30%. Vous avez le PlayStation Store, le Xbox Game Store, 30%. Tout le monde est à 30%. Au final, il y a même, genre GOG, ils sont à 40%. Et puis d'autres plateformes sont même à 50%. C'est pour dire. Donc au final, et je dois bien l'avouer, oui, Apple a raison là-dessus. Au final, ils sont au même niveau qu'à peu près tout le monde. Bon, après, ils ont fait un peu exprès de ne pas inclure, par exemple, à la fin du graphique, l'existence de, par exemple, un certain store, un certain Epic Store qui est arrivé sur PC avec une marge de 12%. Donc ça, il manque à la fin du graphique. Et il y aurait aussi d'autres stores en réalité à la fin du graphique parce que c'est pas juste Epic qui a diminué par rapport à Steam. Mais bon, si on ignore juste cet oubli un petit peu exprès de Apple, au final, ils font un peu comme tout le monde. Et je suis assez d'accord sur leur argument de « Hey,
on nous offre un... En gros, leur argument, j'ai pas lu tout le document, c'est assez énorme, il y a plus de 60 pages, mais en gros, leur argument, c'est hey, on offre un écosystème, on investit dans notre écosystème pour qu'il puisse offrir des possibilités aux développeurs, et au final, notre pourcentage est le même que tout le monde. Donc, en gros, le cas d'Epic n'est pas justifié. Donc, c'est à peu près ça. Et honnêtement, ils ont assez bien raison là-dessus. Après, maintenant, il y a un débat aussi qui se fait de, mais justement, est-ce que tout le monde n'est pas en tort? Est-ce que c'est pas ça le problème? Et c'est justement ce qui argumente un petit peu plus Epic ici, ou de dire que le problème, c'est pas que tout le monde soit à 30%, c'est que ce soit à 30%. Il faudrait être plus bas, surtout pour permettre à des petits développeurs et tout ça de commencer. Évidemment, depuis, je vous rappelle que l'App Store ainsi que Google Play Store maintenant ne chargeront que 15% pour les applications qui rapportent moins de 1 million et puis plein d'autres conditions attachées. Donc, c'est-à-dire que les petits développeurs auront plus facile à démarrer, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ça ne change rien au fait que peut-être ce 30% est un peu ridicule, surtout dans certains cas. Alors, je dirais que dans le cas d'Epic, pas totalement en vrai. Je veux dire, le fait que quelqu'un achète un skin sur Fortnite, il y a 30% qui va dans la poche de Apple, ça fait chier, clairement. Mais ça reste quelque chose d'assez bien, genre c'est juste un skin encore. Euh, c'est plus grave selon moi pour des services plus complexes. Donc par exemple, imaginez, je lance mon propre site de streaming maintenant. Je fais mon propre Netflix. J'achète les droits des séries, ça me coûte très cher. Je prends des serveurs pour héberger mon contenu, ça coûte très cher. Je développe le site, ça coûte très cher. Et du coup, voilà, mon site est en ligne, il y a des séries, tout ça, c'est génial. Je le vends 5 euros par mois, 10 euros par mois, peu importe. Et puis après, je me dis, je vais faire une application sur iOS. Et puis là, maintenant, quand les gens veulent prendre un abonnement sur mon application, ils doivent le prendre évidemment via le système de paiement d'Apple. Mais surtout, je dois payer 30% à Apple, qui littéralement n'a rien foutu. Donc c'est ça le problème un petit peu ici. C'est des trucs qui coûtent vraiment cher en fait à opérer, qui ont justement des coûts fixes derrière qui au final ne sont pas répercutés par Apple. Genre Apple est juste là en mode ouais, nous on a hébergé votre application qui fait 5 MO, hein, c'était compliqué. Allez, 30% de vos revenus. C'est juste énorme quand même quand on y pense. Donc je pense que le problème est plus là. Évidemment, ça peut être aussi un problème pour Epic, hein, parce qu'eux aussi ont des serveurs et tout ça pour faire tourner leur jeu. Et du coup, en quel droit Apple derrière, juste en mode oh, pim piam, on arrive, on prend 30% de tes revenus, quoi. Mais bon, évidemment, je rappelle que Epic fait ça aussi pour faire plus d'argent. Il y avait aussi un autre argument qui était très intéressant par Apple. C'était voilà, le fait que le gros des revenus de Fortnite ne venait pas, et ça date d'avant le ban, ça ne venait pas genre d'iOS, tout simplement. Donc ils font leur gros de leurs revenus sur PlayStation, Xbox, PC et tout ça, et genre très peu de revenus au final sur iOS. Et du coup, ça les a même pas vraiment impactés d'être bannis de l'App Store en fait. Et c'est un assez bon argument quand on y pense, même si c'est juste un petit peu dévier le problème. Encore une fois, bon, c'est toujours un petit peu ça, hein. Genre, on répond à une question en posant une autre question, limite. Mais bon, dans tous les cas, c'était assez intéressant. Epic, dans leur document, avait aussi pas mal de points où, en fait, ils ressortaient plein de vieux mails et tout ça qui venaient de personnes de chez Apple, notamment Tim Cook et tout ça. Et en gros, ces mails-là incluaient justement des sujets sur le fait que Apple est un écosystème fermé, tout simplement, et qu'ils le font exprès. Ils font tout pour fermer les gens dans leur écosystème. Ils pourraient l'ouvrir et avoir un très bon écosystème toujours derrière, mais non, ils ne le font pas. Ils continuent de fermer. Et il y a des assez bons exemples en réalité de ça. Genre, si vous avez un Mac, l'App Store, il y a un App Store évidemment sur le Mac, mais c'est pas fermé. Vous pouvez télécharger une application pour Mac sur le web et l'installer quand même par vous-même. C'est des fois un petit peu embêtant, mais vous pouvez le faire. Sur iOS, c'est beaucoup plus complexe ça derrière. Et du coup, Apple a fait exprès. Or qu'il pourrait garder un truc semi-ouvert sans trop de problèmes s'il le voulait et toujours garder en sécurité tout ça derrière. Évidemment, plus vous ouvrez les choses, plus c'est plus compliqué au niveau sécurité. C'est un des arguments d'Apple, évidemment, bien souvent, même par rapport à Android. C'est même un truc qu'ils ont parlé dans leurs documents. Mais bon, c'est
c'est une histoire seulement assez complexe et on ne sait pas trop comment va réagir la justice américaine face à ça parce que le truc c'est que même nous, si ça nous paraît logique, peut-être que Epic a raison ou que Apple a raison, mais pour la cour de justice, peut-être qu'ils vont interpréter différemment tout ça. Il y a aussi le côté, au final, il y a le côté moral et il y a le côté juste juridique en fait. Nous, peut-être moralement, on trouve ça pas acceptable, mais juridiquement parlant, si ça passe, ça passe. Epic n'aura le droit de rien dire en fait. Donc ça va être très intéressant. C'est une bataille qui va durer encore certainement beaucoup de temps. Epic a énormément d'argent et ils sont prêts à en découdre avec Apple. Après, évidemment, Apple a encore plus d'argent et certainement les meilleurs avocats qu'on peut trouver aux États-Unis, à peu près à coup sûr, qui connaissent parfaitement la loi. Donc, je pense que Epic va avoir énormément de mal. Mais une chose est sûre, ça va être quelque chose qui va prendre du temps à avoir une conclusion. Donc, yep, on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, nous avons une news au niveau de Intel qui a sa 11e génération qui arrive sur les ordinateurs portables. Ils vont me dire waouh, je suis tellement impatient, mais pas vraiment parce que genre leur génération 11 sur PC fixe c'était. Mais hein, il y avait quelques processeurs intéressants, le 11400F notamment. Mais globalement, ouais, c'était un peu inintéressant. On a même perdu 2 cœurs sur des Core i9. Eh bien, rassurez-vous, c'est assez différent ici, parce que déjà, cette 11e génération sur PC portable, elle est gravée en 11 nanomètres et pas en 14 nanomètres, donc elle est assez différente au final, et du coup, ben, ça va te donner une situation assez différente en fait. Euh, genre, je ne sais pas non plus pourquoi ils font du 11 nanomètres sur PC portable et toujours du 14 nanomètres sur PC fixe, certainement parce qu'ils ont des problèmes de production et qu'ils n'arrivent pas à alimenter les deux marchés en même temps, pour ceux qui se demandent. Mais c'est ce qui arrive au final. Donc, ma foi, on va pas se plaindre. Donc, il y a plusieurs processeurs qui ont leaké au niveau des specs. Notamment, le plus gros sera un Weaker 16 thread, forcément. C'est ce qu'il y a de plus gros sur PC portable, de toute manière, à l'heure actuelle. Même AMD est en Weaker 16 thread maximum. On a une fréquence de base de 2,6 GHz avec un boost sur tous les cœurs. C'est très important, sur tous les cœurs de 4,5 GHz. Et un boost sur un seul cœur jusqu'à 5 GHz sur le plus gros des modèles. Pour vous donner un petit peu, genre, à quel point ça peut être puissant. Après, évidemment, il y a des modèles qui seront genre plus abordables et beaucoup plus intéressants selon moi. Notamment, vous avez ce i5 11260H qui est pas trop mal, genre 6 cœurs 12 threads, c'est pas mal. 2,6 GHz de base avec un boost sur tous les cœurs qui peut aller jusqu'à 4 GHz s'il est correctement refroidi, pas mal. Et 4,4 de turbo. Honnêtement, pour un ordinateur portable, c'est largement suffisant. Genre, même pour créer des vidéos et tout ça, ce serait largement suffisant. Et du coup, c'est un Core i5, donc il devrait être vendu moins cher. Donc on pourrait certainement le voir dans des ordis à 900, 800 même euros, avec peut-être une future RTX 3050 ou des RTX 3060 si on va plus vers 1000, 1100 euros. Et du coup, ça pourrait donner un très bon combo ordinateur portable. Donc au final, genre par rapport à la 10e génération, 11e génération sur PC fixe, c'est beaucoup plus intéressant. Mais surtout à cause de ces Core i5 et ces Core i7 qui sont genre, yep, moins chers et qui ont toujours des très bonnes specs. Ce Core i9, oui, sera le plus puissant et tout le tralala. Mais honnêtement, moi, je ne le trouve pas très intéressant parce qu'il va être dans des ordi portables à 2000, 3000, 5000 euros. Il va consommer comme pas possible aussi. Il peut monter sur 65 watts. Donc ouais, moi ça m'intéresse pas. Ils avaient quelques graphiques de performance, évidemment, pour montrer par rapport au justement Ryzen 9 5900 HS, qui est l'un des plus gros de chez AMD. Toutefois, ça porte un petit peu fait exprès ici. Hein. Le HS prend comme vous pouvez le voir, il y a un S dedans, donc ça veut dire que c'est un modèle avec un plus bas TDP, donc ça veut dire qu'il peut monter jusqu'à 35 watts maximum pour information. Donc ça veut dire que ce n'est pas la même chose que les 45 watts que peut prendre le ici Core i5 11400H, qui dans les specs, comme vous pouvez voir, peut monter jusqu'à 45 watts. Donc il y a un petit peu des petits traficotages comme d'habitude, mais bon, ça c'est toujours les marques, hein, un peu comme Nvidia où ils sont en mode oui, notre nouvelle RTX 3060 est X% plus puissante qu'une GTX 1060. Et puis t'es en mode, mais attendez, il y avait une RTX 2060 entre temps. Genre, pourquoi vous comparez pas par rapport à ça? Genre, toujours le marketing, hein, quand ça les arrange, ça les arrange. Donc là, il y a toujours des petites astérix en bas, genre, oui, ça a été testé dans un. Apparemment, ça a été testé dans un G14, un Zephyrus G14. Et du coup, ils n'ont pas trop dit comment tourner le CPU, mais c'est sûr et certain, il tourne à 35 watts. Donc,
encore une fois, à prendre avec des pincettes ce genre de graphe. On verra bien ce que ça donnera. Honnêtement, je pense qu'il devrait être très similaire. Intel, évidemment, s'est fait dépasser par AMD récemment, mais ils ont toujours l'avantage dans certains jeux. D'ailleurs, ça se voit qu'ils ont utilisé des jeux où ils ont l'avantage. Hein. Les Total War ont toujours un assez grand avantage, notamment chez Intel et tout ça. Donc, encore une fois, c'est sélectif ce genre de test, mais c'est la même chose chez AMD ou Nvidia. Donc, il faut toujours attendre les vrais reviews. Mais à mon avis, on devrait s'attendre à des performances similaires entre AMD et Intel. Et ça, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire que pour le même prix, on a deux options qui sont bonnes toutes les deux. Et on n'est pas en mode, oh, il y en a une qui est supérieure et puis l'autre qui est inférieure. Non, elles sont bonnes toutes les deux, donc il y a une concurrence, et ça veut dire que les prix devraient diminuer. Bon, encore faut-il qu'il y ait des cartes graphiques en stock. Ensuite, nous avions eu quelques petits leaks, toujours au niveau de Intel, sur Alder Lake, au niveau de ses specs notamment. Donc, je rappelle que Alder Lake, c'est la prochaine architecture de chez Intel qui devra arriver fin d'année peut-être et qui aura évidemment weaker haute performance et weaker basse performance. Donc du Big Little, comme les ordinateurs d'ailleurs, ou plutôt, oui, comme les ordinateurs Apple récemment avec les puces M1 ou comme tout simplement les smartphones avec ce genre de processeur. Alors, évidemment, il faut voir si cette stratégie sera payante parce que genre il faut que Windows le supporte pleinement. Aussi sur PC fixe, honnêtement, je ne vois pas trop l'intérêt parce que sur PC fixe, vous pouvez vous permettre d'avoir juste 16 cœurs haute performance. Donc, je comprends pas trop. Pour ordinateur portable, par contre, ça pourrait être très intéressant. À savoir aussi que AMD, il y a une rumeur comme quoi AMD voudrait faire aussi un processeur Big Little, donc avec 8 gros cœurs, 8 petits cœurs peut-être, ou peut-être plus, hein, on verra bien. Et du coup, offrir un peu de concurrence à Intel aussi à ce niveau-là. Ça vient peut-être aussi du fait que peut-être les marques ont commencé à voir avec Microsoft au niveau de Windows pour le supporter pleinement parce que vous devez bien vous en douter, c'est le problème avec ce genre de processeur. Si vous lancez, je lance le rendu dans Adobe Premiere, ou non, vous lancez un jeu et le jeu commence à tourner, genre le jeu n'est pas parfaitement optimisé, il tourne sur 4 cœurs maximum. Et que du coup Windows est en mode, ok, je te donne les 4 cœurs basse performance. Votre jeu va mal tourner en fait. Il faut que Windows sache que ces cœurs-là sont moins bons et qu'il les assigne automatiquement aux tâches en arrière-plan, aux tâches qui ne sont pas importantes. Et ça, c'est pas encore garanti, donc on verra bien. Donc dans les specs leakés, le plus intéressant, c'était le boost et le TDP. Notamment, vous avez un TDP de 125 watts et une gravure en 10 nanomètres pour information pour Alder Lake. Donc c'est quand même pas mal, 125 watts pour information. AMD, même avec ses 16 cœurs, un TDP de 95-100 watts. Et je peux le confirmer d'ailleurs avec mon 5950X. Quand vous le laissez par défaut avec toutes les options par défaut, il tourne réellement à une centaine de watts, même pas. Ce qui n'est pas toujours le cas avec Intel par contre, parce que des fois ils annoncent 125 watts, mais 125 watts c'est hors turbo. Et c'est pour ça qu'il y a aussi un power turbo qui peut monter jusqu'à 228 watts. Vraiment là, quand c'est full déverrouillé, le processeur met tous les cœurs peut-être à 5 GHz ou je ne sais quoi. Donc, yep, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, soyons honnêtes. Dans tous les cas, j'ai hâte de voir ce que ça donnera. Il y avait une autre spec aussi qui était un petit peu, qui portait à confusion les gens, c'est le fait que la fréquence de base du processeur était de 1800 MHz, ce qui est un peu bas, mais il pouvait turbo sur tous les cœurs jusqu'à 4600 MHz, donc à voir. Il faut voir aussi si éventuellement cette fréquence de base n'est pas dépendante des cœurs basse performance. Donc peut-être que les cœurs basse performance sont justement à 1800 MHz de base, mais que les cœurs haute performance, eux, sont à 3,6 de base. On ne sait pas en fait. Peut-être qu'il y a un problème de report de ce logiciel dû à cette particularité au niveau du processeur. Donc il faudra voir. Honnêtement, c'est trop tôt pour vraiment le dire. Une chose est sûre, ça, c'est certainement une partie un petit peu du futur, surtout pour les ordinateurs portables. Ça aide à économiser de l'énergie et j'espère que ça marchera bien parce que ça peut être intéressant. Ensuite, on a une news au niveau de Nvidia qui va ressortir les RTX 3000. Non, ça ne veut pas dire qu'ils vont remettre du stock. Enfin, ils vont en remettre en stock certainement, mais pas non plus énormément. Non, ils vont ressortir toutes les RTX 3000 avec un nouveau GPU. Alors, ça ne va pas être des 3070 Ti ou 3060 Super ou je ne sais quoi. Non, le but ici, c'est littéralement d'update le GPU sur chaque carte graphique qui sortira d'usine à partir d'un certain moment pour inclure un GPU modifié qui est censé, encore une fois, empêcher le mining de cryptocurrency. Ou en tout cas le limiter en termes de performance pour que ce soit moins intéressant
pour des mineurs de cryptocurrency. Donc, évidemment, par le passé, ils ont essayé ça avec la 3060. On sait tous comment ça a fini. Ça n'a pas marché déjà. Et puis après, ils ont sorti un driver bêta où il n'y avait aucun limiteur. Et du coup, maintenant, c'est fini. Vous pouvez plus vraiment limiter le mining sur les 3060 parce que littéralement n'importe qui peut juste prendre ce driver qui date d'un petit peu et juste l'installer puis miner des cryptocurrencies. Donc voilà. Donc on verra bien ce que ça donnera. Mais en tout cas, chaque carte graphique devrait être update avec un nouveau GPU qui inclut une partie de fixe, donc au niveau physique même, mais aussi qui communique avec le driver pour empêcher justement d'avoir des trop bonnes performances quand on mine des cryptocurrencies pour limiter son intérêt. Donc, il y a encore une fois un énorme débat sur à quel point ça peut être hypocrite au final de Nvidia d'essayer de limiter ça alors qu'ils en ont profité et que derrière, ils vont vendre un produit hyper cher pour miner des cryptocurrencies et qu'aussi derrière, ils vont vendre surtout des cartes graphiques aux mineurs qui n'ont pas de sortie vidéo et qui du coup, dès qu'elles auront rempli leur but, elles seront des e-waste. Donc, c'est-à-dire que les gens ne pourront même pas les utiliser pour jouer ou autre chose avec. Donc, il y a énormément de débats là-dessus. Mais une chose est sûre, la question derrière, c'est est-ce que ça va même réussir au final? Est-ce qu'ils vont réussir à limiter le mining avec ça? Maintenant, un truc qu'il faut tenir compte, c'est qu'il y a deux grands publics au niveau minage de cryptocurrency. Vous avez le public, vous, peut-être quelqu'un qui regarde même cette vidéo, qui a une carte graphique et il joue au jeu, et puis le soir ou autre chose, il mine des cryptocurrencies pour rentabiliser sa carte graphique. No problème avec ça. Selon moi, c'est votre carte graphique, vous en faites ce que vous voulez. Et je dirais que là, Nvidia vous fait un gros fuck you parce que littéralement, Nvidia vous dit « Ah ben non, t'as acheté une carte graphique, t'as pas le droit de faire quelque chose qu'elle pouvait totalement faire. » Et à côté de ça, les vraies, selon moi, personnes qui causent des problèmes, donc ceux qui ont des centaines de cartes graphiques. Genre, je parle vraiment dans l'extrême ici. Hein. Pas quelqu'un qui aurait quelques cartes graphiques, je parle vraiment ici quelqu'un qui a acheté des centaines de cartes graphiques à... Genre, c'est un business, littéralement. Il y a des cartes l'une à côté de l'autre, des racks énormes. Ça mine de la cryptocurrency à gogo et ça fait énormément d'argent. Pour eux, devinez quoi? Le truc, c'est que ça génère tellement d'argent qu'ils pourraient juste, honnêtement, trouver un fixe, un driver hacké, un driver modifié par quelqu'un. Et dès qu'ils l'ont, c'est fini parce que eux, ils jouent pas avec leur carte graphique. Vous, si vous utilisez un driver modifié pour miner des cryptocurrencies, ça vous fait chier parce qu'après, si vous allez jouer, peut-être que les performances ne seront pas bonnes parce que vous avez un driver qui date de là longtemps, en fait. Mais quelqu'un qui mine que des cryptocurrencies, il s'en fout de ça. Même s'il a un driver vieux de 2 ans, tant que ça marche. Et puis hop, il mine un maximum de cryptocurrencies. Donc, c'est ça que je dis, c'est que il suffit d'un truc, d'une petite faille quelque part, et d'un quelqu'un suffisamment doué pour craquer ce limiteur de cryptocurrency, et tout ce qu'aura fait Nvidia aura servi à rien du tout. Ça aura même été pire, parce que du coup, les grosses fermes de mining auront toujours l'intérêt de prendre les GPU qui sortiront, donc ils achèteront un maximum de stock, et les gens, par contre, qui minent à la maison ne pourront plus le faire, ou en tout cas, ils le feront à un rythme beaucoup plus bas. Et du coup, en gros, ce sera un gros fuck you aux gens qui achètent les GPU de manière, on va dire, plus traditionnelle et qui l'utilisent vraiment. Au final, pour ceux qui, par contre, vont dans l'abus, on s'en fiche au final. Donc ouais, c'est... Honnêtement, je sais pas si cette stratégie est très, très bonne pour eux. Elle est certainement très bonne pour leurs revenus, ça c'est sûr, mais je suis pas sûr qu'elle soit très bonne à long terme pour vous, les gamers, pour même ceux qui minent des cryptocurrencies et pour le marché de manière générale. C'est juste, c'est n'importe quoi honnêtement. Donc on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, nous avons une news qui est un petit peu en rapport sur le fait que les fabricants de microprocesseurs ont commencé à reproduire des puces en 28 nanomètres. C'est évidemment lié à tout ce qui se passe en ce moment parce que, encore une fois, même si il n'y a pas beaucoup de cartes graphiques disponibles en ce moment, certainement dû en partie au fait qu'il y a un énorme boom au niveau du mining, ce n'est pas totalement dû à ça. Il y a aussi réellement un problème de production derrière et une demande qui est beaucoup trop forte, même si on tient compte juste des gamers et des gens qui veulent acheter des PC. La demande est tellement forte et il y a tellement de problèmes de production à l'heure actuelle que
on n'arrive pas à suivre en fait. Donc même les voitures sont ralenties au niveau production parce il faut des microprocesseurs dans une voiture. Il y a évidemment tout ce qui est intelligent à un microprocesseur. Même, genre vous avez un thermostat intelligent, il y a un microprocesseur dedans. Vous avez un micro-ondes intelligent, même pas très intelligent. Vous avez une calculette, il y a un microprocesseur dedans. Donc, ben, il y a un énorme problème pour beaucoup de marchés au final, pas juste les PC et les cartes graphiques ici. Donc, ben, tout simplement, l'un des fixes qu'ils sont en train d'essayer de mettre en place, c'est de fabriquer des puces avec un processus de gravure un petit peu plus vieux. Parce que le truc, c'est que bien souvent, quand vous avez un fabricant de puces, peut-être TSMC, Global Foundries ou autre chose, même Intel fabrique ses propres puces, ben, ils font une usine pour graver peut-être en 28 nanomètres ou en 30 nanomètres ou je ne sais quoi. Et puis après, peut-être plus tard, ils peuvent l'upgrade pour passer à du 24 nanomètres. Et du coup, ils changent pas mal de choses. Mais des fois, ils ne peuvent pas upgrade en fait. Genre, le processus est trop différent. Et du coup, c'est plus rentable de juste garder l'autre usine et de fabriquer des puces moins perfectionnées, peut-être pour des marchés ben, genre moins chers ou pour des choses moins importantes. Peut-être fabriquer par exemple les chipsets. Les chipsets des cartes mères sont toujours gravés avec un processus de gravure beaucoup plus gros que ce que vous avez pour les microprocesseurs, enfin pour les processeurs que vous avez dans la carte mère. Enfin, que vous allez mettre sur la carte mère. Donc c'est juste pour dire. Donc, yep, c'est rentable parfois pour eux de juste garder l'ancienne usine fonctionnelle. Et donc là, bah, c'est ce qu'ils font en fait. Ils vont relancer des anciennes usines que même ils avaient fermées au final pour essayer de compenser derrière. Donc là, ça serait plus intéressant pour les fabricants de voitures et tout ça, parce qu'eux, ils n'ont pas besoin de la dernière puce gravée parfaitement ou autre chose. Hein, c'est pas comme s'il y avait des Snapdragon 888 dans les voitures. Donc pour eux, ça leur suffit amplement, surtout s'ils peuvent après livrer leur voiture et se faire l'argent comme ils voulaient le faire. Donc c'est pour ça que ça a relancé pas mal. Ça va surtout concerner, comme j'ai dit, les autres milieux. Donc ne vous attendez pas déjà aussi à ce que ça aide énormément d'un coup. Ça va prendre du temps. Donc ça devrait libérer un peu de capacité pour d'autres trucs. Mais à mon avis, certainement même pas pour les cartes graphiques. Mais à terme, ça va libérer un peu de capacité. Peut-être permettre aussi à d'autres fabricants comme TSMC de se concentrer plus sur les cartes graphiques. Donc on verra bien. Mais dites-vous une chose, que ça, c'est juste un des fixes. Il y a d'autres fixes qui sont mis en place. Il y a des usines qui sont en train d'être finies ou fabriquées pour graver des puces en 5 nanomètres et tout ça. Donc ça permettra d'augmenter la production. Vous avez aussi tout simplement des usines qui reviennent à 100% de production après des problèmes. Et vous allez dire, ah, ben c'est un peu toute la situation actuelle qui a causé ça, hein, une certaine pandémie. Mais même pas au final. Genre la production dans certains pays n'a à peine chuté pendant tout ça. C'est plus qu'il y a eu des catastrophes naturelles, qu'il y a eu des problèmes de production ou juste d'approvisionnement des fois qui, oui, pouvaient venir de la pandémie. Et tout ça s'est mélangé en fait. Ça a fait un grand mélange. Juste, il n'y a eu pas de chance en fait quand on y pense. C'est tout qui s'est mélangé ensemble et qui a causé ce problème. Ensuite, petite news rapide sur le fait que SpaceX a réussi sa mission Crew One. Donc je vous rappelle, la mission Crew One était la première vraiment mission de non-démonstration ici. Donc une vraie mission avec 4 astronautes envoyés à la station internationale dans une capsule Crew Dragon. Il y avait eu évidemment DM2, Demo Mission 2, qui était une mission de test ici, où ils avaient envoyé quelques astronautes encore une fois à la station internationale, mais ici ils ne sont pas restés très longtemps parce que leur but c'était de tester la capsule. Donc là, Crew One était la vraie première mission et ben, elle est arrivée à terme parce que les astronautes sont revenus après avoir évidemment passé le flambeau à l'équipage de Crew 2 avec notamment Thomas Pesquet dedans. Et du coup, ben, après, ils avaient juste à revenir. Donc la capsule a fait sa réentrée dans l'atmosphère. Elle a atterri de nuit dans l'eau et tout s'est bien passé. Les astronautes sont en très bonne santé et ont l'air d'être plutôt contents. Bon, évidemment, ils doivent souffrir un petit peu à cause du fait qu'ils ont enfin de la gravité depuis 6 mois et que c'est compliqué, hein, pour ceux qui ne savent pas. C'est un peu comme être dans un coma au final. Vous ne bougez presque pas vos muscles et vos muscles s'atrophient et tout ça. Et genre, quand vous revenez sur Terre, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas tenir debout. C'est juste pas possible. Ou alors, il faut vous maintenir bien en place. Il va vous falloir des semaines pour vous réhabituer, même des mois. C'est pour dire à quel point. Évidemment, les astronautes font beaucoup de sport dans l'espace pour éviter, ou en tout cas mitiger ça, mais ça ne suffit pas en fait. Parce que
problème, c'est faire du sport quand il n'y a pas de gravité. Ouais, c'est un peu comme soulever de l'air, quoi. C'est genre, ça va pas vous muscler de soulever de l'air. Ça maintient vos muscles un peu plus actifs, ce qui est cool, mais sans plus. Donc, yep. Dans tous les cas, ça s'est bien passé. Comme vous pouvez voir, il y avait même un dauphin, apparemment. Peut-être un dauphin qui venait les remercier pour tous les poissons, et puis qui s'est envolé dans le ciel. Qui sait? Je ne sais pas. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Comme d'habitude, vous pouvez laisser un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge. N'hésitez pas à discuter dans les commentaires de différents sujets, dire ce que vous en pensez. Notamment, ce qui m'intéresse, c'est toujours ce fameux débat Apple-Epic qui a pas mal de discussions derrière, des discussions assez intéressantes. Je pense même que c'est quelque chose où on devrait peut-être rassembler quelques acteurs du marché, juste faire un débat là-dessus. C'est quelque chose que j'aimerais faire dans le futur sur la chaîne Texama. C'est plus d'émissions en direct ou rediffusées en tout cas sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, ou même des versions montées avec plusieurs personnes peut-être dans certains sujets. Donc notamment une des premières que j'aimerais faire, c'est avec Bill Silverlight, qui est quelqu'un que je connais depuis pas mal de temps, qui est un bon ami et qui s'y connaît pas mal niveau caméra. Et du coup, je voulais faire comme un espèce de Texama Show en live, centré sur des news au niveau caméra et appareils photo en tout genre. Parce que du coup, lui, déjà aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il est plus utilisateur Canon, alors que moi, je suis utilisateur Sony. Donc, ça permet d'avoir différents points de vue. Ça pourrait être intéressant. Et discuter d'un sujet différent avec des personnes qui s'y connaissent dedans. Du coup, ça pourrait être aussi intéressant de le faire là-dessus, quoi. Peut-être avoir quelqu'un qui travaille en tant que publisher ou autre chose, qui peut apporter son point de vue en tant que publisher, justement, les coûts derrière pour eux et tout. Ou quelqu'un qui développe une application et qui sait ce que ça coûte justement de donner sa part à Google ou Apple, ça pourrait être intéressant. Donc, ça, il faudrait que je fasse des trucs comme ça, mais ça demande de l'organisation. Et je ne suis pas très organisé. Donc, ouais, je pense que ça s'est vu avec un certain build. Donc, ouais, je vais aller faire des tubes, moi, rigides, et je vais aller finir mon PC. Donc, voilà. Enfin, j'espère que je vais y arriver, en tout cas. Bref, dans tous les cas, merci à tous. On se retrouvera pour un prochain Texama Show. Je vous dis ciao, ciao.